Avec plus de 26 millions de foyers desservis chaque jour, la Poste fait partie intégrante de notre quotidien. Mais vous êtes loin d'imaginer l'extraordinaire complexité industrielle qui se cache derrière l'envoi d'un simple courrier. En 2016, la Poste a distribué près de 23 milliards de lettres, d'imprimés publicitaires et de colis. Une performance rendue possible grâce à une immense chaîne humaine. C'est un groupe qui emploie 250 000 personnes partout dans le monde. Avec pour ambition, éviter les erreurs d'acheminement. Notre objectif, c'est que tous les courriers soient triés, qu'ils partent au bon endroit, dans le bon camion et à la bonne heure. Comment une lettre peut-elle parcourir plus de 800 km en 24 heures? Le cycle de distribution d'un courrier, c'est passionnant. Quels sont les secrets insoupçonnés du timbre? Un timbre, c'est comme un billet de banque, on doit mettre tous les éléments de sécurité à notre disposition. La lettre, qui a été jusqu'ici la raison d'être de la Poste, connaît une crise profonde. En l'espace de 10-15 ans, le volume de courrier va être divisé par 2. L'e-commerce oblige la Poste à innover, car si le nombre de lettres baisse, celui des colis explose. C'est une révolution absolue. En 2016, c'est plus d'1 Français sur 2 qui achète sur Internet, et il faut évidemment les livrer. On n'est pas encore dans Star Trek, on ne dématérialise pas les colis, donc vous attendez à ce que le colis arrive chez vous. En coulisses, d'immenses plateformes de distribution trient plus de 300 millions de colis par an. Les centres de tri, qui sont les neurones de notre organisation, sont des usines hyper automatisées. Pour accompagner ces volumes toujours plus importants et lutter contre la concurrence, la Poste a trouvé des solutions technologiques uniques au monde. Les zones où il y a plusieurs heures de marche pour aller livrer, le drone est particulièrement adapté. Et ce n'est pas la seule innovation. La Poste doit constamment se réinventer. Nous vivons une période qui est absolument inouïe, de transformation très très profonde, de technologie pratiquement sans limite, et où il faut avoir énormément d'audace. Avec la Poste, plongée au cœur d'un des premiers réseaux logistiques d'Europe. Chaque jour, dans les centres de tri, les camions arrivent de toute la France, chargés de 35 millions de lettres. Dans seulement 24 heures, chacune d'entre elles arrivera à destination. Entre le moment du triage et leur réexpédition, certains courriers n'auront que 12 heures pour arriver à bon port et parcourir parfois jusqu'à 800 km. Un laps de temps très court, rendu possible grâce à une organisation minutieuse, mais qui ne supporte aucun grain de sable. Nos clients connaissent la Poste par la lettre. Et il y a d'ailleurs une expression extraordinaire qui traduit la simplicité de leur geste. C'est passer comme une lettre à la Poste. Derrière cette simplicité, il y a un processus industriel et humain extrêmement rapide et sophistiqué. Pour mieux comprendre cette complexité, il faut se rendre dans l'un des 30 centres de tri, celui de Wissous, situé à 15 km au sud de Paris. C'est l'une des plus grandes plateformes industrielles de courrier d'Europe, avec une surface totale de 40 000 m². C'est ici qu'arrivent toutes les lettres postées de Paris et d'une grande partie de l'Île-de-France. Ainsi, plus de 6 millions de lettres transitent ici par 24 heures. Le compte à rebours commence dès le déchargement du camion. Toutes ces lettres ont seulement 2 heures pour être triées et expédiées. Dès leur arrivée, une première équipe de postiers répartit donc le courrier par type et par machine. Là, je trie du courrier, donc je sépare tout ce qui est manuel, je mets les petits dans la machine, et les gros, je les garde avec moi. Tout le courrier qui dépasse la moitié d'une feuille A4 est mis de côté pour être traité par une machine dédiée au grand format. Ça, c'est ce qui passe en machine pour être oblitéré. La lettre standard peut alors commencer son parcours. Première étape, la machine de tri préparatoire. Cette machine, elle est là pour trier, redresser et oblitérer tous les courriers qui viennent des boîtes aux lettres, qui arrivent dans des bacs complètement en vrac. Une étape indispensable qui a 2 fonctions. D'une part, grâce à 2 petites caméras, la chaîne de tri range les lettres dans le bon sens, avec l'adresse en bas et le timbre en haut à droite. Et d'autre part, elle redresse le courrier à l'aide d'une simple courroie.
Là où l'homme redresse 1 ou 2 courriers par seconde, la machine est capable d'en trier une dizaine. En 1 heure, elle a redressé près de 25 000 plis. Une fois le courrier rangé, place à la deuxième étape, l'oblitération. L'oblitération, c'est quand on met les petites vagues sur le timbre pour qu'il ne soit pas réutilisé. Mais c'est aussi à ce moment-là que l'on inscrit la date d'expédition de la lettre. C'est le fameux cachet de la poste qui fait foi et donne la preuve indiscutable de sa date d'expédition. Mais parfois, une simple liberté prise par l'expéditeur, comme un timbre collé du mauvais côté, peut venir gripper le processus. Normalement, il est là. Et là, ils le mettent là. Et du coup Du coup, il faut qu'on le fasse passer à l'envers pour que ça oblitére ici et non pas ici. C'est un réglage à faire. Donc, on le met de côté, on le fera plus tard. Et étonnamment, cela arrive plus souvent que l'on croit. Et donc là, tout ça, c'est le courrier en sens inverse. Le tri manuel avant passage en machine est donc indispensable. Chaque étape du tri du courrier, c'est qu'on fait de la préparation pour le collègue derrière. L'étape suivante, celle de la lecture de l'adresse, peut donc se passer sans encombre. C'est une étape clé sur cette plateforme de tri. Vissou est à la pointe de la technologie. L'adresse postale est reconnue par un logiciel ultra performant. Le lecteur d'adresse, en gros, coupe toutes les adresses en tranches et recherche des caractères. Dans sa banque d'images, il cherche quelque chose qui ressemble le plus. Il travaille par élimination et à la fin de l'analyse, il va nous sortir une adresse. C'est grâce à un système de lecture optique que le logiciel aidé d'algorithmes trouve l'adresse qui correspond, et ce qu'il s'agisse d'écriture dactylographiée ou manuscrite. Cette prouesse technologique est aidée par l'apposition de simples petits chiffres, le code postal. Une invention vieille de 50 ans. 1965, le code postal a 2 chiffres, qui est en fait le numéro minéralogique des départements. Et puis derrière, une spécialisation postale, 1972, le code postal a 5 chiffres. Derrière le code postal se cache l'automatisation du tri, avec la mécanisation généralisée dans les services postaux. Le code postal réduit fortement la marge d'erreur. Et dans 90% des cas, le système reconnaît l'adresse en temps réel. Il arrive cependant que la technologie soit mise en échec, notamment quand l'adresse est écrite à la main. Certaines adresses ne sont pas lues. Et alors on les sort du processus industriel et on les confie à des postières et des postiers qui décomposent et authentifient l'adresse. Cette opération se passe dans une salle loin du bruit des machines. Là, travaillent 60 opérateurs silencieux et concentrés. C'est quelqu'un qui est derrière un ordinateur et qui va avoir la photo du pli au moment où il passe en machine et elle va taper sur le clavier l'adresse qu'elle voit, elle. Dans un souci d'efficacité et de rapidité, les opérateurs complètent uniquement la partie qui n'a pas été reconnue par la machine. Il faut être rapide, car sans sa destination finale authentifiée, le courrier reste bloqué dans les rouages. Une fois l'adresse validée, les lettres sont triées en vue de la distribution. On va trier par destination, soit vers la province, soit vers l'Île-de-France. Les 11 trieuses du centre de Vissou aiguillent et répartissent près de 440 000 lettres par heure. Le courrier pour l'international est regroupé par pays. Celui à destination de la province est classé par ville. Quant à la région parisienne, le tri est plus fin. Il est classé par bureau de poste. Alors une fois que le tri est fait, que le courrier est dans sa caissette, on met la caissette sur la transitique. La transitique. Comprenez un convoyeur. Long d'1 kilomètre, c'est une véritable gare de triage installée au cœur même du centre de tri. Son immense avantage est de pouvoir gérer en simultané plus de 10 000 cassettes de courrier. Aucune erreur n'est tolérée. Car un mauvais aiguillage, et ce sont des centaines de lettres qui partent à l'opposé de leur destination finale. Ces bacs ont donc des étiquettes qui sont reconnues par des scanners et ces étiquettes permettent d'identifier bac par bac les destinations sur la transitique. Tout repose donc sur ces étiquettes affichant de simples codes barres. Grâce à ces quelques chiffres, chaque bac va pouvoir arriver au bon quai d'expédition. Il suffit de 10 minutes à peine pour que les caissettes soient correctement orientées et prêtes au départ.
En seulement 2 heures, tout le courrier a été traité et chargé. Il peut désormais partir pour les boîtes aux lettres qui les attendent. Tout le process aura donc été effectué en un temps record, car pour la Poste, la mission numéro 1 est de livrer toujours plus vite. C'est une sempiternelle quête du Graal que cette vitesse dans l'histoire de la Poste. Au fil de son histoire, la Poste a toujours utilisé les moyens de transport les plus avancés de son époque. Dès l'origine, elle s'illustre par sa rapidité à transmettre des correspondances. Au début, le système postal voyage en malle-poste. C'est la diligence, pour faire simple, à l'intérieur de laquelle se trouvent les quelques sacs de dépêches, mais aussi des voyageurs qui ont payé très cher le pouvoir de circuler au galop sur les routes et d'être prioritaires pour le relayage des chevaux dans les relais de poste. Il y a une expression qui existe, c'est courir la poste, ou voyager en poste, c'est-à-dire bénéficier de la vitesse terrestre la plus rapide de son temps. Les prémices du réseau postal français émergent au XVe siècle par la volonté d'un seul homme, le roi. La Poste procède d'une invention en 1477, la Poste du Roi, par Louis XI. Louis XI fait émerger un système de poste aux chevaux avec ses propres coursiers qui vont se charger de ce système d'information. Instrument de pouvoir pour gouverner et administrer les territoires, il faudra attendre 2 siècles pour que la Poste commence à se démocratiser. Henri IV, au début du XVIIe siècle, va donner l'ordre et l'autorisation à ses messagers de prendre en charge la correspondance d'autres personnes extérieures au pouvoir central. Des puissants, sachant lire et écrire, mais ayant aussi la capacité de payer le prix horriblement cher du port de la lettre. Avec Henri IV, le service public postal naît donc enfin. Même si à l'époque, seul le clergé et la noblesse ont les moyens de jouir réellement de ce privilège. Il faudra encore attendre plus de 300 ans pour que les services postaux basculent enfin dans l'ère moderne. Et c'est la Première Guerre mondiale qui précipite les choses. Les premiers 6 mois de guerre, le système postal dysfonctionne. Les lettres peuvent mettre de 10 à 15 jours pour aller du front vers l'arrière et inversement. Au début de janvier 1915, les lettres mettent 3 à 5 jours. La Poste va se réformer dans l'urgence et permettre l'échange de 20 milliards de lettres et colis entre les poilus coincés dans les tranchées et leurs familles. Le courrier instaurait une ligne de vie entre les familles et les poilus au front. C'est ce qui permettait à l'ensemble de la société de garder le lien social et le lien intime également. La Poste a joué un rôle décisif dans cette guerre. Cette réforme a évité à la nation, d'après les textes de l'époque, une faillite morale, ce qui était quasiment aussi important que la victoire militaire finale. La Poste est sortie grandie de cette époque sombre. Son histoire est ainsi indissociable de l'histoire de France. Le timbre en est la mémoire. Le timbre, quelque part, c'est l'art de la miniature. C'est une œuvre d'art en très petit format et c'est aussi un support qu'on conserve, par lequel on voyage, par lequel on découvre des choses. Le timbre apparaît au milieu du 19e siècle. Et c'est une révolution. Avant la création du timbre, c'est le destinataire qui paye le port de la lettre selon 2 critères, la distance parcourue et le poids de la lettre. Avec la création du timbre en 1849, envoyer une lettre de Marseille à Lyon va coûter le même prix pour un même grammage que de Marseille à Paris. Depuis ses débuts, le timbre a changé plusieurs fois d'apparence. De la Cérès noire à la Marianne, sa figure la plus célèbre. Mais sous ces airs d'œuvres d'art prisées des collectionneurs, le timbre est avant tout une monnaie. Comme un billet de banque, ça porte une valeur qui est inscrite dessus. Et donc à ce titre, on doit mettre tous les éléments de sécurité à notre disposition pour s'assurer de l'unicité de ce timbre et qu'il ne peut pas être reproduit. À l'heure où l'imprimante couleur est dans tous les foyers, il est essentiel de rendre les timbres infalsifiables. C'est un enjeu majeur aujourd'hui. Il y a 1,7 milliard de timbres qui sont produits, avec une valeur moyenne d'environ 80 centimes. On voit tout de suite qu'on parle de centaines de millions d'euros, pour pas dire de milliards d'euros. Imaginez, 100 timbres valent presque 100 €. Vous allez découvrir comment les techniques les plus anciennes sont les plus efficaces contre les faussaires du 21e siècle. Direction le sud-ouest de la France, à Boulazac, à 1 heure de Bordeaux. C'est là que sont imprimés tous les timbres français. C'est un site unique qui fait 27 000 m². C'est une des plus grandes imprimeries d'Europe en termes d'imprimerie de timbres et certainement une des toutes premières également au monde.
Sur ce site, aussi sécurisé qu'une banque, sortent chaque jour près de 8 millions de timbres. Et pour leur création, la Poste utilise une technique de gravure ancestrale, la taille douce. La taille douce, c'est une technique qui date du XVIe siècle, donc très ancienne, c'est né presque avec l'imprimerie. Un procédé que l'on doit au célèbre peintre allemand Albrecht Dürer. Mais quel est l'intérêt pour la Poste d'utiliser aujourd'hui cette technique de gravure vieille de 600 ans? L'avantage de la taille douce, c'est que ça donne lieu à des produits qui sont infalsifiables du fait de la matrice unique gravée par un artiste, donc difficile à reproduire. Commence alors la première étape de la création du timbre, le gravage du moule, que l'on appelle un poinçon. Je grave une petite plaque en acier doux avec des outils qui m'aident à ciseler le métal en creux. L'idée, c'est de restituer au mieux l'image que l'on aura dessinée. Un travail qui demande patience et concentration, tant le niveau de détail est grand. La difficulté, c'est qu'on grave directement à échelle 1. C'est la taille que va avoir le timbre à la fin. Seule concession à la modernité, ce microscope qui facilite ce travail d'orfèvre. Une fois le moule créé, se pose alors un problème. Comment conserver ses caractéristiques uniques tout en imprimant des millions de timbres? La solution vient d'un scanner laser, une technologie issue directement de l'aéronautique. Elle a été adoptée il y a 2 ans par les ingénieurs de la Poste. Le scanner 3D permet d'acquérir en très très haute définition, c'est-à-dire au micron près, la gravure réalisée par l'artiste. Le micron, c'est 1/1000 de millimètre. C'est invisible à l'œil nu, c'est même impalpable. Le laser est tellement précis qu'entre le poinçon et l'image en 3 dimensions, il n'y a aucune différence. Reste une dernière étape avant de pouvoir imprimer les timbres, créer ce qu'on appelle la virole. Ici, on reproduit ce qu'a fait l'artiste sur une seule plaque. On est capable de le reproduire à l'infini sur des formes imprimantes. La virole est le cylindre sur lequel on duplique le moule. Là aussi, le laser est mis à contribution. 2 rayons creusent simultanément le cylindre et reproduisent à l'identique la gravure de l'artiste. L'avantage du laser, c'est d'abord la finesse, bien évidemment, la résolution que permet le laser. Le deuxième élément, c'est que ça permet de graver bien plus vite que les systèmes mécaniques. Il ne faudra que 8 heures pour graver les 1056 timbres qui composeront la virole. Une fois l'opération terminée, le cylindre est recouvert d'une fine pellicule de chrome. Ainsi protégé, le rouleau d'impression est inaltérable. Une fois la virole prête, l'impression peut commencer. Le cylindre est alors rempli d'encre. Celle-ci va ensuite se déposer sur le papier, créant ainsi une impression en volume. Si je photocopie un timbre, j'aurai pas l'épaisseur d'encre qu'on obtient avec l'impression taille douce. C'est une impression qui donne un relief qui est tactile, et c'est celui que vous retrouvez soit sur vos billets de banque, soit sur, par exemple, certaines de vos pièces d'identité. Pour rester dans l'air du temps, la Poste propose aussi des timbres illustrés de photos. Ces derniers ne peuvent être réalisés en taille douce. Alors la Poste a dû inventer des solutions nouvelles pour empêcher toute contrefaçon. Pour sécuriser un timbre, différentes options s'offrent à nous, et elles sont combinées. La perforation, qui paraît simple mais qui est en vérité extrêmement technique. La perforation est en effet le terme d'imprimerie évoquant la dentelure. Elle constitue déjà un premier bouclier contre la fraude. Ils ont une forme qui est extrêmement particulière et donc qui est très difficile à reproduire sans des outils précis. Vous avez aussi des bandes phosphorescentes sur lesquelles un certain nombre d'éléments de sécurité sont glissés dans ces bandes. Comme sur un billet de banque, cette bande fluorescente est un procédé industriel qu'aucune imprimante domestique ne peut reproduire. Mais cela ne s'arrête pas là. Il y a d'autres éléments qui viennent compléter, que sont les caractères microtextes qui rendent toute falsification impossible sur les timbres. Le microtexte, ce qui semble à l'œil nu n'être qu'un simple trait, se révèle en fait être un texte à l'impression si fine qu'elle en devient irreproductible. Dentelure, bande fluorescente et microtexte. Pour comprendre l'intérêt de toutes ces mesures, il faut retourner dans le centre de tri de Vissou. Souvenez-vous, c'est ici que le courrier d'Île-de-France est trié pour l'expédition. Ça arrive de plus en plus que les gens fassent des faux timbres avec Internet, tout ce qu'on peut imaginer en imprimante et autres. Et donc, on veille au grain.
Ce contrôle est réalisé automatiquement au moment où le timbre est oblitéré. C'est à cette étape qu'une caméra spéciale va détecter les faux timbres. Cette machine, elle a des détecteurs qui permettent de, quand elle ne reconnaît pas un timbre, de rejeter le pli. Après, il y a un opérateur, lui, qui va être capable de voir que c'est des timbres photocopiés, voilà, ou qu'il y a fraude. Si la Poste a su endiguer la fraude avec succès, elle affronte cependant un autre problème bien plus profond, lié à l'évolution de notre société. En l'espace de 10-15 ans, le volume de courrier en France, comme dans tous les pays développés, va être divisé par 2. En 2008, nous transportions 18 milliards de lettres et cette année, nous allons en transporter 10 milliards. La raréfaction du courrier est en effet le fruit d'une mutation technologique radicale. Il y a eu tout un tas de transformations par le passé, puisqu'on est passé de la malle-poste aux avions, etc. Donc il y a eu beaucoup de transformations dans le transport du message. Là, la transformation, c'est que le message lui-même, le message écrit, disparaît puisqu'il se dématérialise complètement. Ces 20 dernières années, avec la démocratisation d'Internet et des téléphones portables, la lettre est remplacée par les SMS et les mails, qui ont l'immense avantage d'être instantanés. Cette digitalisation, c'est une évolution technologique que rien ne pourra arrêter. Si Internet a engendré une forte diminution du courrier, il a dans le même temps fait exploser l'achat en ligne. La grande affaire qui concerne la Poste tout entière, c'est évidemment le développement du e-commerce. Je pense personnellement que c'est une révolution absolue. Une révolution qui bouleverse nos habitudes de consommation et qui impacte aussi le transport de marchandises. C'est formidable le e-commerce. Si à un moment donné, on ne vous livre pas ce que vous avez commandé, c'est quand même moins sympa. On n'est pas encore dans Star Trek, on ne dématérialise pas les colis, donc les colis ils sont physiques. Donc les colis ils bougent d'un point à un autre et vous attendez à ce que le colis arrive chez vous en temps et en heure. C'est là que la Poste a su se rendre une fois de plus indispensable. Face à la croissance exceptionnelle du nombre de colis à livrer, elle a su s'adapter très vite. Ce sont 1 million de colis qui sont ainsi distribués, livrés chaque jour par la Poste. En 2016, Colissimo a livré 295 millions de colis, soit la distance incroyable de Paris à Moscou. Et on peut considérer que d'ici 2030, ça va doubler, donc le marché français sera largement au-delà de 2 milliards de colis dans les années 2030. Pour comprendre comment la Poste réalise ce tour de force, direction Moissy-Cramayel, à 50 km au sud de Paris. C'est le plus grand centre de tri de France. Un site de 30 000 m², soit l'équivalent de 10 terrains de football. Contrairement à la lettre, le colis, c'est du volume et du poids, ce qui engendre de nombreuses contraintes. Le colis, c'est plus compliqué parce que c'est plus encombrant, c'est plus lourd et surtout, c'est plus divers. Vous avez des millions de formes de colis. Ici, vous êtes sur le site le plus grand de France du colis. Nous trions environ 5 millions de colis par mois, c'est-à-dire plus de 60 millions à l'année. Pour accomplir cette performance, tout commence par une organisation ultra efficace de l'espace. À l'est, les 35 quais de déchargement. Au centre, 3 trieurs interconnectés. Et à l'ouest, les 40 quais d'expédition. Le parcours des colis est optimisé au maximum. Contrairement à la lettre qui nécessitait 3 machines et de nombreuses étapes, ici, tout a été pensé pour éviter aux hommes de porter les colis. Les centres de tri, qui sont les neurones de notre organisation, sont des usines hyper automatisées. Et cela commence dès le déchargement des camions. Nous avons plus de 500 véhicules dits Colissimo. La différence avec une remorque traditionnelle, c'est qu'à l'intérieur, nous avons un tapis roulant. Avant, les colis devaient être conditionnés sur des palettes ou dans des chariots pour permettre leur déchargement. Ici, les camions sont équipés d'un tapis roulant. Désormais, le déchargement se fait en vrac. L'avantage de mettre en vrac, c'est que nous allons doubler, voire tripler le volume. Normalement, un véhicule, c'est 1500 colis à 2000. Là, nous allons aller au minimum à 4000 colis.
Un gain de place évident, qui permet, pour une quantité de colis identique, de réduire d'un tiers le nombre de camions nécessaires. Le tapis roulant présente un autre intérêt précieux pour la Poste. L'avantage de ce tapis roulant, en fait, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir de manutention pour sortir tous les colis. Donc c'est automatisé. En 30 minutes chrono, toute la marchandise est déversée sans aucune intervention humaine, faisant ainsi baisser le coût de la logistique. Les paquets commencent alors un long périple sur la trieuse. Un parcours soumis toutefois à la surveillance du personnel, positionné à certains postes de contrôle. Car si le déchargement automatique présente de nombreux avantages, il a cependant un inconvénient. Le colis est ouvert, alors il se peut que le produit qui est à l'intérieur il aille sur la machine. Voilà. Et donc du coup, quelqu'un qui est affecté à la REF va venir le réparer et le réinjecter à la machine. La REF, c'est le service de réfection du colis. Une fois chaque colis vérifié, reste à savoir où ils vont. Souvenez-vous sur la lettre, il fallait impérativement toutes les ranger dans le même sens pour lire l'adresse. Grâce à une innovation technique, la lecture de l'adresse n'est plus un problème. La lecture CIFAS, l'avantage en fait, c'est que nous n'avons pas besoin de positionner le colis dans un sens ou dans un autre. Elle est lue sur toutes les faces et donc pas besoin de manipulation, pas besoin d'opérateur. Pas de manipulation, c'est un gain de temps majeur quand passe ici plus de 300 000 colis par jour. Mais comment marche la lecture de l'adresse sur un colis? Un premier scanner situé en amont lit la face qui repose sur le tapis roulant. Ensuite, l'essentiel se passe dans ce tunnel de lecture. Là, d'énormes scanners lisent instantanément les 5 faces. Ils recueillent les informations stockées dans un objet qui nous est familier, le code-barre. Le code-barre est l'élément de base de notre technologie. Et ça le restera très longtemps parce que c'est extrêmement efficace. Sur le code-barre, vous avez des milliers d'informations et le coût de production du code-barre est quasiment nul. Apparu en 1974 dans nos rayons de supermarché, les codes-barres sont faits d'une série de traits fins ou épais qu'un logiciel traduit en langage clair. Ici, le numéro de colis, l'adresse, le numéro de téléphone et le mail de l'expéditeur et du destinataire. Le code-barre, c'est la carte d'identité du colis. Et il est indispensable à son bon acheminement. Ce qui retarde le cheminement d'un colis, ce sont des problématiques d'étiquette. Soit des problèmes de code-barre illisibles, ou bien les étiquettes peuvent être froissées. Pour pallier ce problème, c'est l'homme qui vient au secours de la machine. Tout l'enjeu est donc d'envoyer le bon colis à la bonne personne. S'il n'y a pas une traçabilité parfaite, si l'on en perd un, il est irretrouvable. Donc la traçabilité est un élément essentiel de notre métier. De son prélèvement à sa distribution, le colis sera scanné une dizaine de fois. Cette traçabilité va permettre à la Poste d'aller encore plus loin. Il y a une dizaine d'années, on a commencé à capturer de l'information sur nos colis, mais à l'origine, l'information, elle ne servait qu'à nous, pour améliorer nos process, pour donner de l'information à nos opérationnels. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que cette information, elle pouvait nous permettre de proposer des services à valeur ajoutée, basés sur l'information, à nos clients destinataires. En effet, depuis 2 ans, la Poste partage les informations avec ses clients. Au passage du portique, un SMS ou un mail est automatiquement envoyé au destinataire. Reste à envoyer le colis dans le bon conteneur. Là où pour la lettre, cette machine de 30 mètres de long sur 3 mètres de large suffisait à trier 40 000 courriers par heure, ici, c'est une machine hors norme qui est nécessaire. Le volume des colis rend l'opération de triage beaucoup plus gourmande en espace. Le convoyeur est constitué de 1700 wagonnets individuels et chacun d'eux dispose d'un tapis roulant. À la lecture du code-barre, la machine identifie le colis, sa destination et l'associe à son wagonnet. Ainsi, quand le colis passe devant la bonne caisse d'expédition, le tapis roulant du wagonnet est actionné automatiquement et le colis tombe. Du quai de réception au quai d'expédition, les colis n'ont passé dans ce centre de tri que 25 minutes en moyenne. Ils seront acheminés dans la nuit par camion.
Mais dans un monde où tout s'accélère, la Poste doit aller de plus en plus vite. Et les services de livraison de colis de la Poste, avant, étaient souvent à J+2, voire à J+3. De plus en plus, c'est du J+1, voire même du J et du H pour les services d'express. Donc la Poste est engagée dans ce mouvement d'accélération pour un service toujours plus rapide. Pour répondre au mieux à cette évolution, la Poste a créé une entité dédiée à la vitesse, Chronopost, qui livre vos colis en 24 heures chrono, quand Colissimo, lui, livre en 48 heures. La Poste crée Chronopost en 1985 et on peut dire que le Chronopost est une fantastique success story. Avec ce service, la Poste a été visionnaire. Après un développement rapide dans l'Hexagone, c'est dans le monde entier qu'elle étend son activité. C'est 1,2 milliard de colis transportés, c'est-à-dire que nous sommes dans le club des quelques entreprises au monde qui mouvementent plus d'1 milliard de colis par an. La Poste a su séduire les géants de l'e-commerce qui ont fait de la livraison le lendemain une arme de séduction massive. La promesse fondamentale, c'est de délivrer en 24 ou 48 heures, quasiment dans toute l'Europe. Pour réussir cet exploit, l'entreprise publique construit de toutes pièces un réseau unique en Europe. Si en Allemagne il s'appelle DPD ou en Espagne c'est Our, dans tous les cas, c'est la Poste qui vous livre. Nous sommes à peu près la seule entreprise qui, de l'Atlantique à l'Oural, a un réseau totalement homogène. Et pour tous les colis express, l'entreprise a construit des plateformes spécifiques et un réseau dédié. Et ce, pour une raison bien précise. Parce que les colis arrivent aux mêmes heures, à la fois du côté de Colissimo et du côté de Chronopost. Il vaut mieux les traiter par deux réseaux différents qu'avoir un immense réseau unique où se mélangeraient tous les colis dont les caractéristiques ne sont pas toutes les mêmes. Mais au-delà des contraintes structurelles, il fallait résoudre un problème d'organisation. Nous avons été obligés de créer des process standards pour permettre à un colis de passer d'un pays A comme la France vers un pays destinataire comme l'Allemagne de manière fluide. C'est là tout l'intérêt d'avoir créé un seul réseau. Malgré les frontières, le traitement des colis reste identique. Par le passé, nous n'avions pas de process commun. Et donc, un colis, physiquement, il avait une étiquette collée en France. On arrivait en Allemagne, on ne savait pas traiter avec cette étiquette-là et avec le code barre qui était sur cette étiquette-là. Ce souci d'étiquetage engendrait une perte de temps considérable. Et même plus grave, la perte du colis. Pour mieux comprendre l'efficacité de cette organisation, il faut se rendre dans un des derniers centres de tri construits en France, situé à Chilly-Mazarin, au sud de Paris. En 2016, 86 millions de colis sont passés ici. On met un colis en entrée du convoyeur. Le convoyeur, à travers un lecteur de code barre multidimensionnel, va être capable de trouver le code barre sur le colis et le lire. Et à travers ce code barre, déterminer quelle va être la route que doit prendre ce colis. Donc le service est simple. Mais pour le rendre, ces machines sont des machines de pointe, très fiables, très compliquées. Si le convoyeur ressemble à celui de Colissimo, dans le monde de l'express, tout va plus vite. À partir du moment où un colis est mis sur la machine de tri, il lui faut environ 4 minutes pour être desservi sur sa destination. Car chez Chronopost, tout est chronométré. Certains colis n'ont que 45 minutes pour prendre leur correspondance. La bataille du temps se gagne dans les petits détails. Chaque année, on investit pour améliorer le site. Un exemple, en 2014, nous sommes dotés d'un trieur petit colis. Les petits colis sont ceux de moins d'1 kilo. Leur créer une chaîne de tri dédiée peut sembler anecdotique, mais il n'en est rien. Cette machine petit colis nous a permis de gagner de la place sur nos trieurs gros colis pour gagner en capacité de traitement. Et grâce à cette machine, nous montons maintenant à une capacité de 30 000 colis/heure, alors que nous n'étions qu'à 20 000 colis/heure il y a encore 3 ans. Ce traitement spécial permet aussi d'éviter la casse. Ainsi, un gros colis ne peut pas causer de dommages en leur tombant dessus. Si tout est réglé comme une horloge, il reste un problème majeur. Les variations très importantes du nombre de colis selon les périodes. La plus grosse période de l'année, c'est Noël. Nous doublons les volumes par rapport à la moyenne de l'année, ce qui est gigantesque. Durant les fêtes, Chronopost va livrer jusqu'à 3,5 millions de colis chaque jour. Dans ces conditions, la prouesse, c'est de faire face aux énormes fluctuations de volume en très peu de temps. Les gens commandent de plus en plus tard.
Parce qu'au fond, ils n'ont pas à se préoccuper d'aller dans les magasins, ils ne se disent pas « mais si j'y vais le dernier week-end, ce sera bondé, donc j'y vais avant, etc. » Ils attendent la dernière minute pour faire leurs commandes. Et donc, on voit chaque année les volumes se concentrer de plus en plus à la fin de la période. Un pic tellement important que les machines sont au maximum de leur capacité. Alors il faut trouver d'autres solutions pour absorber le flux. Pour relever le défi, on va étendre la plage de production. Là, nous sommes sur une phase de traitement qui se situe environ sur 18 heures sur 24. Sur la fin d'année, nous allons produire 22 heures sur 24. Le site ne dort presque jamais. Et dehors, c'est un balai incessant de camions. Il faut savoir que j'ai 400 arrivées par jour, 300 départs. Et au-delà de ça, on a environ 750-800 mouvements de cours. Un mouvement de cours, c'est-à-dire un déplacement de remorque. L'espace sur le parking est alors géré au millimètre. Chez Mazarin, c'est 36 quais de déchargement, 84 quais de rechargement. Ces 80 quais de rechargement correspondent environ à l'ensemble de nos agences. Chronopost compte 2 fois plus de quais d'expédition que dans le centre de tri Colissimo. C'est ici que réside le secret de la livraison express. Une fois traités, les colis partent sans attendre vers leur destination. Et là encore, tous les camions prêts à être chargés sont dans l'œil du radar. On a besoin d'une gestion de quai optimum et on a un outil qui s'appelle le Yard Management qui nous permet justement d'avoir une visualisation en temps réel de nos quais de chargement et de déchargement. Tri, transport, logistique. Ici, tout est organisé pour faire face à toutes les situations et livrer le colis dans les temps. Noël, évidemment, un jour critique. Les colis qui ne sont pas arrivés à Noël, c'est quelque part un désastre pour les familles qui les attendaient. Et donc nous faisons tout pour assurer notre promesse client. Toutefois, aucune technologie ne peut pallier le plus gros des obstacles que peut rencontrer la Poste. L'absence d'adresse. À Libourne se trouve un centre de tri spécial. Tous les matins à 10 h, un unique camion décharge sa cargaison. À l'intérieur, les colis et les lettres sans destinataire. C'est le centre de tri de la seconde chance. Tous les courriers aux colis qui n'ont pu être distribués pour diverses raisons viennent ici pour qu'on puisse les renvoyer ou les stocker et en attente d'une réclamation client. Sur cette plateforme, pas de haute technologie, mais une douzaine de postiers qui, tels des détectives, cherchent le moindre indice pour trouver le propriétaire du colis. Là, c'est un jouet. Comme il n'y avait pas d'adresse, on va le remettre dans le tas qui correspond. Le but, c'est de retrouver l'adresse de tous les colis, pour que les gens retrouvent leur colis, et entre autres les enfants, leurs cadeaux. C'est toujours mieux que ce soit l'enfant qui l'ait que la poste. Chaque année, 0,1% des colis, soit l'équivalent de 300 000 paquets, atterrissent à Libourne. Il y a l'objet qui arrive avec son numéro de suivi, avec un défaut d'adressage, il n'y en a plus d'adresse. Ou alors sans information aucune. Et là, on fait une recherche de fourmis pour essayer de retrouver des éléments qui nous permettront de renvoyer cet objet. Seule solution pour trouver des informations, ouvrir les paquets. Mais par cette action, les employés violent le secret de la correspondance. Tous les agents qui travaillent dans ce service-là, c'est les seuls en France habilités à ouvrir la correspondance. Ils ont prêté serment. En somme, ils ont juré de préserver la confidentialité des échanges postaux. Là, c'est des photos. Et comme malheureusement, il n'y a pas d'adresse, c'est des photos qui vont partir dans une poubelle pour être brûlées. Donc, on ne peut pas retourner à l'expéditeur. C'est privé, donc il n'y a pas de trace. Et tout part à la poubelle quand il n'y a pas d'adresse. Ça fait mal au cœur, ça fait mal au cœur. Pour respecter la vie privée, la Poste a l'obligation de détruire tous les objets associés à l'intimité des personnes. Si toutefois l'expéditeur a pris des photos du contenu de son colis et qu'il en déclare la perte, il accroît considérablement les chances de le retrouver. Alors, sur notre chantier ouverture colis, on a une télé où sont projetés un exemple d'objet recherché par le service client. Les agents qui sont sur la table d'ouverture, au moment d'ouvrir un colis, jettent un œil à cette télé et vérifient que l'objet ne soit pas réclamé. Et si on le retrouve, il est renvoyé spontanément, directement. À Libourne, 50% des colis perdus retrouvent leur destinataire. Donc là, j'ai une adresse. Donc je prends le colis, je ne le vide pas, et je vais le donner au collègue qui va s'occuper de lui réexpédier. Sans réclamation, 2 possibilités. S'il s'agit de produits alimentaires ou de vêtements, la Poste en fera don aux associations.
Le reste sera revendu aux enchères. Il existe cependant une troisième solution. Si l'objet est atypique ou il a une valeur sentimentale, donc très identifiable, on va garder l'objet 3 mois, en attente d'une réclamation du client. Une véritable caverne d'Ali Baba. Il y a peut-être 4000 objets de stocker ici. Le lieu est hautement sécurisé, car ici, on garde aussi des trésors. On a eu des montres à 23 000 euros, des sacs à 40 000 euros, un tableau, pareil, 40 000 euros. Une bouteille de vin de Conrad Smith, un joueur de la section paloise de rugby, qui a été signé. Donc ça, c'est le type d'objet qu'on va garder. On trouve aussi des objets d'apparence plus commune, mais qui doivent grandement manquer à leurs propriétaires. Alors là, il n'y a que les clés USB qu'on met de côté, en sachant que nous, on ne peut pas lire l'intérieur des clés. Mais par contre, de l'extérieur, on pourrait peut-être trouver son bonheur. Voilà, et là, on a quelques clés de voiture. On a aussi potentiellement des clés de maison. Sachez qu'un objet perdu peut être retrouvé à condition pour vous de faire une réclamation dans un délai de 3 mois. Le centre de Libourne n'est définitivement pas un lieu comme les autres. Nous sommes sur le lieu même du secrétariat du Père Noël. C'est en effet une des missions de la Poste. Acheminer les lettres au Père Noël. Et pour les 60 employés, ce n'est pas toujours une tâche facile. Oh ben, le grand classique pour l'adresse du Père Noël, c'est Papa Noël rue des Nuages, Papa Noël rue de la Voie lactée, ou Papa Noël dans la cheminée, enfin voilà. Mais on arrive à les acheminer. On les envoie au Père Noël. Comme le Père Noël n'a pas d'adresse connue, le courrier arrive chez nous et tous les ans, nous avons un service spécial qui ouvre en fin d'année, novembre et décembre, pour répondre aux enfants qui écrivent au Père Noël. D'autres secrétariats existent dans le monde, mais celui de Libourne remporte un franc succès. En 2016, plus d'1 million de lettres au Père Noël venant de 140 pays ont été reçues ici. Il y a une carte qui est faite par le Père Noël, qui change tous les ans. Chaque enfant reçoit une réponse, soit en français, soit en anglais, suivant sa langue natale. Il y a une précision pour que chaque enfant puisse recevoir son courrier. Il vaut mieux qu'à l'intérieur du courrier, il mette son adresse. Sinon, le Père Noël ne pourra pas lui écrire. Mais à la Poste, il n'y a pas que les lutins du Père Noël qui connaissent un pic d'activité pendant les fêtes. Il y a aussi un nouveau service mis en place il y a 2 ans par la Poste, ChronoFresh. Il y a dans l'univers logistique quelque chose de grandiose qui est en train de se préparer, c'est l'Internet alimentaire. On a tous envie de mieux manger, de trouver les bons produits et de se faire livrer des produits qui viennent de partout en France. La Poste mise énormément sur ce nouveau service. Si elle livre aujourd'hui 3000 colis par semaine, elle parie qu'en 2020, elle en distribuera 50 000. On est les premiers sur le marché à apporter ce type de solution. On a une offre en frais, donc une température qui est comprise entre 0 et 4 degrés, et une offre en surgelé, et donc là on est sur du moins 18 degrés. Malgré une grande expertise de la livraison, l'acheminement des colis alimentaires requiert un traitement bien spécifique. Par le passé, on avait juste des colis très simples dans lesquels on mettait un livre ou un disque ou un smartphone. Voilà. Il était juste protégé des chocs. Quand on transporte du frais, il faut protéger des chocs, mais il faut aussi protéger de l'élévation de la température. Tout l'enjeu est là. Ne pas briser la chaîne du froid. Un poisson pêché sur la côte bretonne et expédié vers Paris devra rester frais et manipulé avec délicatesse pour qu'au bout de son voyage, il puisse être consommé. Le premier choix essentiel, c'était faut-il une flotte particulière de transport ou peut-on utiliser la flotte actuelle? Le choix stratégique qui a été fait, c'est d'utiliser la flotte actuelle en utilisant des cantines réfrigérées. L'utilisation de boîtes isothermes n'est pas révolutionnaire. La vraie difficulté du dispositif se cache ailleurs. Tout l'enjeu de ce projet, ça a été de gérer des produits multi-températures dans le même camion de livraison. C'est là l'aspect le plus innovant de ChronoFresh. Habituellement, dans le transport alimentaire, c'est tout le camion qui est réfrigéré à la même température. Mais le choix des box autonomes par la Poste présente un énorme inconvénient. Comment s'assurer du bon maintien de la température tout au long du trajet? Donc il a fallu rechercher des technologies informatiques qui nous permettent de capter et de suivre les courbes de température. Et c'est finalement sur un outil à peine plus grand qu'une carte de crédit que repose entièrement la logistique mise en place par ChronoFresh. La puce RFID. Une
puce RFID, c'est un outil électronique qui permet d'enregistrer une quantité d'informations très importante. Chez nous, on l'utilise pour enregistrer les courbes de température. La température de ce colis-là sera suivie par cette sonde, tout au long de son trajet. Alors là, je vérifie que la sonde est bien démarrée pour associer le colis à la sonde de température. Mais si la puce RFID contrôle la température, elle n'empêche pas encore sa fluctuation. Lorsque la température dépasse les seuils attendus, la cellule de supervision appelle les expéditeurs. Il y a une décision de prise, soit une décision de destruction, soit on peut continuer le transport dans certains cas si la marchandise supporte cet écart de température. La Poste a su innover une fois de plus pour trouver les solutions techniques qui permettent la livraison de produits frais. Qu'il s'agisse de lettres, de colis ou du frais, il faut encore livrer chez vous. Le dernier kilomètre, c'est clé pour l'avenir de notre métier. Dans un processus où tout est optimisé au maximum, la livraison assurée par 73 000 facteurs est la plus gourmande en ressources. Si je cumule toutes les tournées réalisées par les facteurs en France chaque jour, j'obtiens 50 fois le tour de la Terre. Aussi impressionnant que soit ce chiffre, il n'est pas hélas sans conséquence. Il est clair que le métier que nous faisons, qui est basé essentiellement sur le transport routier, est un métier qui est polluant. Dans une société de plus en plus consciente de la nécessité de la sauvegarde de la planète, la Poste doit se repenser. Évidemment, la transition écologique est un sujet pour la société, c'est donc un sujet pour la Poste. Alors l'entreprise publique s'engage à améliorer son bilan carbone. La Poste a pris une décision importante, stratégique, d'investir dans la première flotte de véhicules électriques au monde. On travaille avec toutes les villes de France pour leur demander d'avoir en périmétrie des villes des entrepôts pour pouvoir ensuite livrer à l'intérieur de la ville en mode doux, c'est-à-dire en vélo, à pied, en véhicule électrique, etc. Mais plus qu'une simple reconversion de la flotte en électrique, c'est tout le mode de livraison qu'il faut repenser. Un des défis auxquels on est confronté, c'est la logistique urbaine. Il est clair que la livraison en ville aujourd'hui, avec la multiplication des colis, la multiplication des camionnettes qui circulent dans les villes, crée des situations qui deviennent de plus en plus difficiles à gérer pour les municipalités. Comment livrer dans l'avenir nos centres-villes engorgés? La solution se trouve dans le ciel. Imaginons demain ce que j'appelle des drones semi-remorques, c'est-à-dire des drones emportant des grosses capacités qui partiront directement de nos centres de tri et qui apporteront les colis dans des endroits bien déterminés des centres-villes. Le projet de la Poste serait de transporter et livrer jusqu'à 500 kg de colis par drone. Le tout en survolant les fleuves et les rivières des centres-villes. Contrairement à ce que prévoit un géant du net, il n'est pas question que les drones survolent les zones habitées et livrent les particuliers. Moi, je ne crois pas du tout au développement de milliers de drones dans le ciel de Paris, parce que finalement, l'embouteillage que nous connaissons au sol serait également au-dessus, et puis ça serait dangereux. Si l'embouteillage de drones n'est pas pour aujourd'hui, en revanche, le drone facteur, lui, est déjà une réalité. On a la première ligne commerciale au monde, qui est dans le sud de la France. Loin des zones urbaines, une ligne commerciale entièrement automatique et longue de 20 km fonctionne dans le Var depuis décembre 2016. Si le drone permet de gagner du temps, il présente aussi un autre avantage. On y réfléchit pour aller livrer des zones difficilement accessibles. Je pense à des zones, par exemple, dans les dom-toms où il y a aujourd'hui plusieurs heures de marche pour aller livrer. Le drone est particulièrement adapté, d'autant plus qu'il y a peu de passages. Encore en phase de test à l'heure actuelle, les drones de la Poste pourraient bien circuler couramment dans le ciel d'ici 2030. De la diligence au drone, en 6 siècles d'existence, la Poste a su se transformer profondément pour répondre aux défis de son temps. Elle est passée avec succès d'un service réservé à quelques privilégiés à la distribution de masse. Tous les Français sont nos clients. Et d'une certaine façon, la vie d'un bébé français commence avec la Poste puisque c'est le faire-part de sa naissance. Avec ses plateformes de tri XXL, la Poste traite 23 milliards d'objets postaux par an. L'entreprise est en France encore pour longtemps le leader incontesté. Elle fait face à l'augmentation phénoménale des colis et relève chaque jour le défi de la livraison express.
Les demandes de nos clients sont des demandes d'urgence. Ils veulent leur colis de plus en plus vite. La Poste, présente dans plus de 40 pays dans le monde, est confrontée à un immense enjeu écologique. Livrer toujours plus, tout en polluant moins. Révolution numérique, défis écologiques, centre-ville sclérosé. Pour rester le premier opérateur postal, la société doit garder les valeurs qui ont toujours fait sa force. Elle doit simplement se moderniser dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire qu'elle doit relever les défis du monde moderne sans rien renier de ses racines. Ce géant de la logistique doit imaginer aujourd'hui les services de demain pour continuer à écrire son incroyable histoire.